Beaucoup me connaissent, quelques-uns me comprennent. On m'appelle le gardien de la mémoire, l'homme qui parle au roi et au président. Mais savez-vous vraiment qui est El Hadji Mansour Mbaye? Je suis né griot. Ma vie est tissée de paroles et de secrets. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir le livre de mon existence. Êtes-vous prêt à écouter l'écho d'un millénaire? Si vous cherchez à comprendre qui je suis, El Hadji Mansour Mbaye, il ne faut pas commencer par les discours officiels, les grandes scènes ou les cérémonies d'État. Non. Il faut remonter le temps, très loin, jusqu'à la terre même d'où je suis issu. Je suis né à l'aube, sous le soleil naissant de mon village, mais ma naissance véritable, celle de mon être profond, remonte bien plus loin que mon propre corps. Je suis né griot, et cette identité, elle est inscrite dans chaque fibre de mon âme, transmise par des générations qui ont fait de la parole sacrée leur raison d'être. Mon origine familiale est celle d'une lignée. Chez nous, on ne choisit pas d'être griot, on est griot. C'est un destin, une charge, une bénédiction. Mes ancêtres, de père en fils, de mère en fille, ont été les gardiens de la mémoire, les porteurs de la parole, les conteurs des épopées. Mon nom, Mbaye, résonne avec cette tradition, avec le poids et la grandeur d'un héritage millénaire. Nous ne sommes pas de simples musiciens ou des amuseurs. Nous sommes des historiens sans livres, des généalogistes sans archives écrites, des psychologues sans diplôme, des médiateurs, des philosophes. Notre instrument, c'est la langue, la voix, la mélodie des mots. C'est cette conscience qui m'a été inculquée dès mon plus jeune âge. L'enfance, pour moi, ne fut pas celle des jeux insouciants uniquement. Bien sûr, j'ai couru dans les ruelles, j'ai joué avec mes camarades sous l'arbre à palabres, j'ai écouté les contes au clair de lune. Mais chaque instant était aussi une immersion dans un apprentissage constant. La maison familiale était une école vivante, un véritable conservatoire de la tradition orale. Mon père, mes oncles, mes grands-parents, chacun était un livre ouvert, une source inépuisable de savoir. J'étais un enfant qui écoutait, qui observait, qui absorbait. Je ne voyais pas la télévision, mon écran, c'était le visage ridé de mes aïeux, la lueur dans leurs yeux quand ils racontaient les gestes héroïques de nos ancêtres ou les sagesses ancestrales. Mon éducation était avant tout orale. Avant même de savoir lire et écrire les lettres, je savais écouter et répéter. Mon cerveau était une bibliothèque sans murs, remplie des lignées de famille, des généalogies complexes, des poèmes épiques, des proverbes, des chants de louanges et de critiques. On m'apprenait la justesse du mot, la puissance de l'intonation, l'art de la pause, la manière de capter l'attention, de susciter l'émotion. C'était un dressage à la fois rigoureux et passionnant, une initiation à l'art du bien parler, du bien chanter, du bien raconter. Les premiers apprentissages de l'art oratoire et de la parole sacrée n'ont pas été des cours formels. C'était une immersion totale. J'assistais aux cérémonies familiales, aux baptêmes, aux mariages, aux funérailles. Je voyais mon père, mon grand-père, prendre la parole. Je les regardais observer les gens, sentir l'ambiance, choisir le mot juste, la formule qui apaiserait, qui réjouirait, qui unirait. La parole du griot n'est pas futile. Elle est un acte, une force qui peut bénir ou maudire, magnifier ou corriger. C'est une parole de pouvoir, qui porte en elle le passé, le présent et le futur. Je me souviens des heures passées à réciter des généalogies, à apprendre les alliances et les rivalités entre les grandes familles, les récits des fondateurs de villages, les batailles et les paix. Chaque histoire était un fil qui nous reliait à nos racines, à l'identité collective. On me demandait de répéter, de mémoriser, mais aussi de comprendre le sens profond, la morale, la sagesse cachée derrière chaque récit. La parole sacrée n'est pas juste un son, elle est une transmission de valeurs, de principes, de repères. Ma voix, je l'ai entraînée très tôt. Non pas pour chanter des mélodies légères, mais pour porter le poids des mots, pour donner à chaque syllabe sa juste résonance. J'ai appris à moduler ma voix, à la faire grave et imposante pour les louanges des dignitaires, douce et apaisante pour les condoléances, claire et percutante pour les rappels à l'ordre. L'art du griot, c'est aussi l'art de la performance, du théâtre à l'état pur. On incarne les personnages, on donne vie aux événements. Ce n'était pas toujours facile, bien sûr. La discipline était exigeante. Il fallait mémoriser des quantités phénoménales d'informations, être irréprochable sur les faits, précis sur les lignées.
une erreur, et c'était l'honneur de la famille de Griot qui était en jeu. Mais cette exigence a forgé en moi une rigueur, un respect du savoir, une humilité face à la grandeur de la tradition. Je suis né Griot. Cela signifie que j'ai hérité d'une responsabilité immense, celle d'être la mémoire vivante d'un peuple. Ce n'est pas un métier, c'est une vocation. C'est un lien ininterrompu entre les générations passées et celles à venir. C'est la sève qui nourrit l'arbre de notre culture. Et c'est avec cette conscience profonde que j'ai grandi, prêt à recevoir le bâton de parole de mes aînés, à le porter avec honneur et à le transmettre à mon tour. Ce socle, cette éducation première, fut la préparation nécessaire pour les chemins que j'allais emprunter, pour les rencontres qui allaient sceller mon destin et me propulser au-delà du simple cadre familial, vers un rôle plus large au service de ma nation. L'héritage familial m'avait ouvert la porte du monde des griots, mais la véritable immersion, celle qui a transformé l'enfant en futur maître de la parole, s'est opérée à travers une formation exigeante et des rencontres marquantes. C'est là que j'ai compris que le pouvoir des mots n'était pas un don passif, mais une science, un art qui demandait une discipline de fer et une sensibilité à fleur de peau. Mon initiation à l'art du griot fut un cheminement, non pas un simple apprentissage. Mon éducation formelle en tant que griot a commencé très tôt, bien avant l'école coranique ou même l'école française. Elle se déroulait au quotidien, dans l'ombre des anciens, où chaque discussion, chaque cérémonie, chaque rassemblement était une leçon vivante. J'étais là, discret, absorbant chaque nuance de voix, chaque articulation de phrase, chaque pause. J'apprenais à réciter les longues litanies des ancêtres, les épopées des rois et des reines, les généalogies des familles nobles et des guerriers. Ce n'était pas une simple mémorisation. Il fallait comprendre le contexte historique, les alliances, les trahisons, les sagesses cachées derrière chaque fait. La mémoire était ma première et plus grande alliée. Les rencontres marquantes ont jalonné cette période formative. J'ai eu la chance inouïe d'apprendre aux côtés de grands maîtres de la parole, des griots dont la réputation dépassait les frontières de notre village. Ils n'étaient pas seulement des conteurs, c'étaient des bibliothèques ambulantes, des psychologues des âmes, des philosophes de l'existence. Chaque maître avait sa propre spécificité. L'un excellait dans la louange, l'autre dans l'histoire, un autre encore dans la médiation. J'ai puisé chez chacun d'eux, observant leurs techniques, écoutant leurs conseils, me nourrissant de leur sagesse. Ils m'ont enseigné la patience, l'humilité et le sens de la responsabilité qui accompagne le don de la parole. La transmission orale était le pilier de cet apprentissage. Il n'y avait pas de livre, pas de manuel. Tout passait par la voix, par l'écoute répétée, par l'imprégnation. Mon esprit devait être comme une éponge, absorbant les myriades d'informations, les nuances de la langue wolof, la complexité des chants et des rythmes. On m'apprenait à chanter les louanges sans complaisance, à critiquer sans offenser, à conseiller sans imposer. C'était un art de l'équilibre, de la finesse, où chaque mot avait son poids, chaque silence sa signification. J'ai aussi appris l'art de l'improvisation, cette capacité à puiser dans un vaste répertoire de connaissances pour réagir à l'instant, pour adapter son discours à la situation, à l'interlocuteur, sans jamais trahir la vérité ou la tradition. Mes premiers récits, mes premières prises de parole en public, je m'en souviens comme si c'était hier. Ce n'était pas devant des foules immenses, mais au sein de mon cercle local, lors de petites cérémonies familiales ou de rencontres communautaires. La tension était palpable. Le regard des anciens, des aînés, était mon premier juge. Il fallait être précis, respectueux de la tradition, mais aussi apporter ma propre touche, ma propre énergie. Les encouragements, les hochements de tête approbateurs, mais aussi les corrections discrètes après coup, ont forgé ma confiance et affiné ma technique. Ces cérémonies importantes, comme les baptêmes et les mariages, étaient mes premières scènes. Le griot y joue un rôle central. Il loue les familles, rappelle les lignées, bénit les unions, et parfois, par son art oratoire, désamorce les tensions ou apaise les cœurs. J'ai appris à naviguer entre les émotions, à sentir l'atmosphère d'une assemblée, à savoir quand il fallait parler, quand il fallait chanter et quand il fallait se taire. La parole du griot est un baume pour l'âme et un pont entre les générations. C'est dans ces moments que j'ai pris conscience de la puissance de ma voix, de la portée de mes mots. La reconnaissance dans mon cercle local a commencé à se dessiner progressivement.
Les gens ont commencé à me demander de venir à leurs événements, à mes services. Ils apprécièrent ma voix, ma mémoire, mon sens de la répartie et surtout ma capacité à incarner la tradition avec respect et dignité. Cette reconnaissance n'était pas synonyme de célébrité. C'était un signe de confiance, une validation par la communauté de ma place au sein de cette lignée sacrée. Elle m'a donné la force de continuer, de parfaire mon art, de me préparer à des responsabilités plus grandes encore. Ce fut une période où j'ai compris que le griot n'est pas seulement un artiste, mais un pilier social, un gardien de l'équilibre communautaire. Sa parole est un ciment. Il rassemble, il apaise, il éclaire. Il rappelle à chacun ses devoirs et ses droits, les liens qui nous unissent. J'ai vu comment un mot bien choisi pouvait désamorcer une querelle, comment une louange sincère pouvait galvaniser un individu, comment un rappel historique pouvait inspirer une communauté. C'était un apprentissage de la vie elle-même, de la complexité des relations humaines, de la fragilité et de la force de la société. C'est armé de cette formation rigoureuse, de ces précieuses rencontres et de cette reconnaissance initiale que j'ai commencé à envisager un rôle plus large pour ma parole. Le cercle familial et local était une école essentielle, mais je sentais que le pouvoir des mots que j'avais acquis pouvait servir une cause plus grande, toucher un public plus vaste. C'était le prélude à une nouvelle étape, celle où la parole du griot allait transcender les frontières des villages pour s'adresser au roi, au président et à toute une nation. Fort de mon apprentissage et de la reconnaissance de mon cercle, j'ai senti que la parole que je portais avait une résonance qui dépassait les limites de ma communauté. Mon chemin allait me mener bien au-delà des cérémonies familiales, vers des sphères où l'influence des mots pouvait modeler le destin d'une nation. Ma réputation grandissante n'était pas le fruit d'une quête de célébrité, mais le résultat naturel d'un don, d'une voix qui savait toucher les cœurs et les esprits. C'est ainsi que j'ai commencé à être appelé, non plus seulement par les familles, mais par ceux qui détenaient le pouvoir, de l'époque des chefs coutumiers au roi et au président. Ma montée en notoriété ne s'est pas faite par les canaux modernes de la promotion. Elle s'est construite à l'ancienne, par le bouche à oreille, par l'écho de ma voix qui portait loin. Un griot qui sait parler, qui maîtrise l'histoire, qui a le sens de la formule et la capacité d'apaiser les tensions est une richesse inestimable dans une société. Ma présence à des événements de plus en plus importants, ma capacité à réciter les généalogies complexes, à chanter les louanges des dignitaires sans tomber dans la flagornerie, à conseiller avec subtilité, ont rapidement fait de moi une figure respectée. Les gens parlaient de El Hadji Mansour Mbaye, de cette voix qui savait magnifier et rappeler à l'ordre avec la même élégance. Mon rôle auprès des figures politiques a marqué une étape décisive dans ma carrière de griot. J'ai eu le privilège d'accompagner plusieurs présidents du Sénégal, des hommes qui ont façonné l'histoire de notre pays. L'un des premiers fut le président Léopold Sédar Senghor, le poète-président. Senghor, intellectuel émérite, comprenait la valeur inestimable de la tradition orale. Il voyait en moi non pas un simple exécutant, mais un dépositaire de la culture sénégalaise, un lien vivant avec nos racines. Mes interventions à ses côtés, lors de réceptions officielles ou de cérémonies nationales, n'étaient pas de simples divertissements. Elles étaient des rappels de notre identité, des ponts entre le passé et le présent, des hommages à ceux qui nous ont précédés. Senghor écoutait attentivement, et nos échanges étaient souvent empreints d'un profond respect mutuel. Ensuite, j'ai servi le président Abdou Diouf, qui a succédé à Senghor. Avec lui aussi, le rôle du griot était essentiel. Diouf, homme d'État rigoureux, savait que la parole du griot portait un poids, une légitimité que peu d'autres pouvaient égaler. J'étais là pour rappeler les valeurs, pour célébrer les réussites, mais aussi pour mettre en garde, avec tact, contre les dérives potentielles. La parole du griot est un miroir, et un bon miroir ne ment pas. J'ai toujours cherché à éclairer les chemins, à apaiser les tensions, à réunir les cœurs, même dans les moments difficiles de l'histoire politique du pays. Puis il y a eu le président Abdoulaye Wade, une autre figure marquante. Chaque président avait sa propre sensibilité, sa propre manière de comprendre et d'utiliser le rôle du griot. Avec Wade, ma présence était aussi un gage de lien avec la tradition, un pont avec une certaine légitimité populaire et ancestrale. Ma fonction restait la même, être une voix de la mémoire, un conseiller discret, un médiateur quand les circonstances l'exigeaient. La question centrale pour moi a toujours été: comment garder mon intégrité tout en conseillant les puissants?
C'est un équilibre périlleux, croyez-moi. Le pouvoir a sa propre gravité, ses propres tentations. Mais le griot, le vrai, n'est pas un courtisan. Il est un serviteur de la vérité et de son peuple. Mon éducation m'a appris que la parole du griot est sacrée, qu'elle ne doit jamais être vendue ou souillée. J'ai toujours refusé de transformer ma parole en flatterie. Mes louanges étaient sincères, basées sur des faits réels et des qualités avérées. Et mes avertissements, mes conseils étaient donnés avec respect, mais aussi avec la franchise que mon rôle m'imposait. Je me suis toujours rappelé que mon premier maître n'était pas le président, mais la tradition, l'héritage de mes ancêtres. C'est cette force intérieure qui m'a permis de naviguer dans les arcanes du pouvoir sans me perdre. J'ai toujours privilégié le contact direct, l'échange en aparté, là où la vérité peut être dite sans les artifices de la scène publique. Ma force résidait dans ma capacité à dire le juste, à rappeler l'histoire, à prophétiser les conséquences d'actions, non pas par magie, mais par une connaissance profonde des hommes et des cycles de la vie. Le rôle du griot auprès des leaders n'est pas de décider à leur place, mais de les éclairer, de leur rappeler les enjeux, les attentes du peuple, les leçons du passé. C'est une conscience, une boussole morale. J'ai souvent été l'oreille attentive, le confident, celui qui pouvait apporter une perspective différente, enracinée dans la sagesse ancestrale. C'est un rôle de conseiller, de modérateur, parfois de porteur de messages délicats entre différentes parties. Ma présence aux côtés des présidents était aussi un symbole pour le peuple. Elle montrait que même au sommet de l'État, les racines de la tradition étaient respectées, que la mémoire collective avait sa place. J'étais le trait d'union entre le passé glorieux et le futur incertain, entre les dirigeants et les citoyens ordinaires. Ma parole était celle qui unit, qui rappelle que malgré les divergences, nous sommes tous les enfants d'une même terre, héritiers d'une même histoire. Cette période, des rois coutumiers de mon enfance au président de la République, a été une confirmation du pouvoir intemporel du griot. Un pouvoir qui ne vient pas des armes ou de l'argent, mais de la parole, de l'intégrité, de la sagesse et de la capacité à connecter les âmes. C'est un chemin qui m'a conduit à concilier ma foi profonde avec mes responsabilités traditionnelles. Un équilibre sacré que j'allais devoir maintenir et transmettre. Après avoir arpenté les allées du pouvoir et côtoyé les figures emblématiques de mon pays, mon chemin m'a toujours ramené à l'essence même de mon être, la spiritualité. Car si la parole du griot est un pont entre les hommes, elle est aussi un lien avec le divin. Ma vie a été une quête constante pour maintenir un équilibre sacré entre ma profonde foi musulmane et la richesse millénaire de nos traditions. Ce n'est pas une contradiction, mais une harmonie. Ma foi musulmane profonde, elle est le socle de ma vie, le souffle qui m'anime. Je suis né dans une famille où l'islam était pratiqué avec dévotion, où les prières rythmèrent les journées et où les enseignements du Coran étaient transmis avec respect. Mon enfance a été bercée par les mélodies des sourates, par les récitations du livre saint. Cette foi n'est pas une simple adhésion à un dogme, c'est une connexion intime avec le Créateur, une boussole morale qui guide chacun de mes pas. Elle m'a appris la patience, l'humilité, la générosité et le sens de la justice. Elle est la source de ma sérénité face aux épreuves et de ma gratitude face aux bénédictions. En tant que griot, cette foi a enrichi ma parole, lui donnant une dimension supplémentaire. Comment ne pas chanter les louanges d'Allah? Comment ne pas rappeler les principes de l'islam lorsque l'on s'adresse au peuple? Mes récits ne sont pas seulement historiques ou sociaux. Ils sont aussi imprégnés de spiritualité, rappelant à chacun la place de la foi dans nos vies. Je parle des prophètes, des saints hommes, des marabouts qui ont guidé nos communautés. C'est une manière d'intégrer la dimension spirituelle dans la trame même de nos existences. Mon rôle dans les confréries est un aspect central de ma vie publique et religieuse. Au Sénégal, les confréries soufis, Tijaniya, Mouridiya, Layène, Kadriya sont des piliers de notre société, des écoles de vie, de spiritualité et de solidarité. J'ai eu le privilège d'être proche de nombreux guides religieux, de figures vénérées dont la sagesse et la piété m'ont profondément marqué. J'ai souvent été sollicité pour intervenir dans leurs grandes cérémonies religieuses, des gamous, des magals, des ziyaras. Lors de ces événements, ma parole prenait une résonance particulière. Il s'agissait de magnifier les chefs religieux, de rappeler les enseignements des fondateurs des confréries, de réciter leur généalogie, leurs actions, leurs miracles. Mais ce n'était pas de la simple flatterie.
C'était un acte de dévotion, une transmission orale de la mémoire et de la spiritualité. Ma voix devenait alors le véhicule de la bénédiction, le lien entre les fidèles et leurs guides. J'ai vu des foules entières vibrer à l'unisson au son de mes louanges. Les larmes coulaient sur des visages au souvenir des saints hommes. C'est dans ces moments que je ressentais le plus intensément le pouvoir sacré de la parole du griot. Ces cérémonies étaient aussi des occasions de rappeler les valeurs d'union, de paix, de tolérance prônées par l'islam et les confréries. Mon rôle était de renforcer la cohésion sociale, de rappeler que malgré les différences, nous sommes tous des enfants d'Allah, appelés à vivre en harmonie. J'ai souvent été le médiateur entre différentes branches d'une même confrérie ou entre différentes confréries, usant de ma parole pour apaiser les tensions et favoriser le dialogue. La question de savoir comment je concilie spiritualité, tradition et modernité est au cœur de ma démarche. Pour moi, il n'y a pas de conflit insurmontable entre ces trois dimensions. Au contraire, elles se nourrissent mutuellement. La spiritualité est l'âme. C'est elle qui donne un sens à notre existence, qui nous élève au-delà du matériel. Elle est le guide intérieur qui nous pousse à chercher la vérité et la lumière. La tradition, c'est le corps, l'enracinement. C'est la sagesse accumulée par nos ancêtres, les pratiques, les coutumes, les récits qui nous lient à notre passé et à notre identité. La tradition n'est pas une chaîne. C'est une boussole qui nous empêche de nous perdre dans le tourbillon du monde. Elle nous rappelle d'où nous venons, qui nous sommes et où nous allons. Et la modernité, c'est le mouvement, l'adaptation. C'est l'ouverture au monde, l'acceptation des nouvelles technologies, des nouvelles idées, des nouvelles manières de communiquer. La modernité n'est pas une menace pour la tradition ou la spiritualité, à condition qu'elle soit maîtrisée, qu'elle ne nous fasse pas oublier l'essentiel. Ma manière de concilier ces trois piliers est simple. Utiliser les outils de la modernité pour transmettre la tradition et la spiritualité. J'ai accepté de m'exprimer à la radio, à la télévision et plus tard sur les nouvelles plateformes, non pas pour me moderniser moi-même, mais pour que la parole du griot, la sagesse de nos anciens et les enseignements de l'islam puissent atteindre un public plus vaste, notamment la jeunesse. Je n'ai jamais changé mon message, j'ai simplement adapté le canal de transmission. Je suis convaincu que nos traditions ont toute leur place dans le monde contemporain. Elles sont une source de richesse, de valeur, de repères dont l'humanité a plus que jamais besoin. Le griot d'aujourd'hui doit être capable de parler aux jeunes connectés tout en restant fidèle à l'esprit de ses ancêtres. Il doit naviguer entre les rituels sacrés et les débats télévisés, entre les chants millénaires et les préoccupations du XXIe siècle. Cet équilibre sacré, c'est ce qui m'a permis de rester debout, fidèle à mes principes, au service de mon peuple et de ma foi. C'est une quête quotidienne, une vigilance constante pour ne pas succomber aux sirènes de la facilité ou aux pressions extérieures. Ma parole est enracinée dans le divin et dans la terre de mes ancêtres, et c'est cette double appartenance qui lui confère toute sa force. C'est aussi cette force qui m'a poussé à me battre pour la culture, à défendre la mémoire de notre peuple, une lutte que j'ai menée sur tous les fronts. Si ma vie a été une quête d'équilibre entre la tradition et la modernité, le profane et le sacré, il est un lieu qui incarne cette harmonie de manière singulière et indéfectible dans mon parcours. Tivaouane, la maison religieuse de Seydi El Hadji Malick Sy. Pour moi, Tivaouane n'est pas seulement une ville sainte de la Tijaniya, c'est un point d'ancrage spirituel, une source de bénédiction et un lieu où l'héritage de la parole a pris toute sa dimension, bien avant ma propre naissance. Le lien entre ma famille et Tivaouane est tissé dans la trame de l'histoire. Mon père, Amadou Mbaye Maodo, n'était pas un griot ordinaire pour la famille Sy. Il était le rapporteur attitré de feu Seydi El Hadji Malick Sy lui-même. À une époque où il n'y avait ni radio ni télévision, mon père était l'œil, l'oreille et la voix du saint homme. Il l'accompagnait partout, transmettant ses messages, ses enseignements, ses bénédictions. C'est de cette proximité, de cette relation singulière, qu'il a hérité du nom de Maodo, un surnom qui n'est porté par personne d'autre au Sénégal et en Afrique. Ce lien était si fort que Seydi El Hadji Malick Sy l'envoyait même auprès des autres chefs religieux du pays, preuve de la confiance et du respect qu'il lui accordait. Quand Seydi El Hadji Malick Sy a été rappelé à Dieu en 1922, mon père est resté d'une fidélité inébranlable à son successeur, Seydi Boubacar Sy. Leur relation était d'une intimité rare et profonde,
Il n'était pas rare que Seydi Boubacar partage tous ses repas avec mon père, petit déjeuner, déjeuner, dîner. C'était un privilège unique au Sénégal, une marque d'affection et de considération immense. Ils voyageaient ensemble, côte à côte, même dans le train, partageant une complicité qui dépassait les rôles formels. C'est dans cette atmosphère de dévotion et de proximité avec les plus grandes figures de la Tidjaniya que j'ai grandi, imprégné de l'esprit de Tivaouane avant même d'en comprendre toute la portée. Ma propre relation avec Tivaouane s'est construite sur ces fondations solides. J'ai eu la chance, enfant, de fréquenter Seydi Boubacar Sy. Même si j'étais jeune, j'allais souvent le voir et, dit-on, je le faisais rire. Ces moments de légèreté masquaient une transmission implicite, une imprégnation de la sagesse et de la sérénité qui émanait du calife. Plus tard, c'est El Hadji Abdou Aziz Sy Dabakh, le troisième calife général des Tidianes, qui a marqué mon chemin. Sa personnalité était unique, sa spiritualité profonde. Il était d'une telle envergure qu'il disait parfois, en mon absence lors de certaines rencontres importantes, « C'est parce que Mansour Mbaye n'est pas là aujourd'hui que telle personne va parler », reconnaissant ainsi ma place et l'importance de ma parole dans ces cercles sacrés. Le Gamou de Tivaouane, cette célébration annuelle de la naissance du prophète Muhammad, PSL, est le point culminant de cette relation. Pour moi, le Gamou n'est pas seulement un événement religieux, c'est le cœur battant de la Tijaniya au Sénégal, un moment de communion intense où des millions de fidèles convergent vers la ville sainte. Mon rôle y a toujours été central. J'ai assisté à d'innombrables Gamous, mais je me souviens particulièrement du premier Gamou présidé par El Hadji Abdou Aziz Sy Dabakh en 1957. Ce fut un moment émouvant où tous les Moukadams pleuraient et priaient pour le nouveau calife. Cet événement a gravé en moi la force de la continuité, la transmission de l'héritage spirituel. Ma voix, ma parole ont toujours été au service du Gamou. J'ai eu l'honneur de faire mon premier reportage radiophonique lors d'un Gamou, me sentant comme le prolongement de mon père, mais avec une portée nouvelle, celle des ondes. J'ai commenté, analysé et surtout loué les grands hommes de Tivaouane, depuis Seydi El Hadji Malick Sy jusqu'aux califes successifs. Mes interventions visaient à magnifier l'événement, à expliquer sa signification profonde, à rappeler les enseignements de l'islam et de la Tijaniya, à exhorter à l'unité et à la piété. La famille Sy, descendant direct de Maodo, sont pour moi bien plus que des figures religieuses. Ce sont des amis, des frères, des cousins. Des liens de parenté, certes, mais surtout des liens de cœur et de respect mutuel. Il n'est pas rare que des membres éminents de la famille, comme Serigne Mbaye Sy Mansour, l'actuel calife, ou Serigne Maodo Sy Dabakh, viennent me rendre visite, renforçant cette fraternité héritée de nos parents respectifs. Dans notre famille, nous portons souvent les noms des fils, filles ou épouses d'El Hadji Malick Sy, un témoignage de notre ancrage profond dans cet héritage spirituel. Le berndé, le grand repas partagé chez El Hadji Mansour Mbaye, lors du Gamou de Tivaouane, est devenu une tradition en soi, une marque de mon attachement à la ville sainte et à ses valeurs de partage et d'hospitalité. C'est un moment où je reçois, où je rassemble, où je sers, dans l'esprit de convivialité et de générosité qui caractérise ces grandes célébrations religieuses. C'est ma manière, humblement, de participer à la ferveur collective et de rendre grâce. Mon lien avec Tivaouane est la preuve vivante que la spiritualité et la tradition sont indissociables de mon être. La parole du griot dans ce lieu saint prend une dimension encore plus élevée, devenant un écho de la parole divine, un vecteur de paix et d'unité pour la communauté musulmane. C'est un héritage spirituel que je porte avec une fierté immense et que j'espère continuer à servir jusqu'à mon dernier souffle. Après avoir consolidé l'équilibre entre ma foi et ma tradition, et fort de mon rôle de conseiller auprès des puissants, il était devenu évident que ma mission allait au-delà des cérémonies et des conseils. Je sentais un appel, une nécessité impérieuse de me dresser en rempart, de livrer un véritable combat pour la culture de mon peuple. Car la tradition orale, cette richesse inestimable, était menacée par l'oubli, par l'invasion de cultures étrangères, par le silence des nouvelles générations. Mon rôle était clair, défendre la mémoire du peuple. Mon engagement pour la sauvegarde de la tradition orale n'était pas une lubie, mais une profonde conviction. J'ai vu, au fil des ans, les jeunes se détourner des histoires des anciens,
les langues locales se mélangeaient, les rites ancestraux s'effaçaient face à la modernité galopante. Le griot, gardien de cette mémoire, se devait de réagir. Pour moi, la tradition orale, ce n'est pas juste un folklore. C'est l'âme d'un peuple, son identité et sa boussole morale. Si nous perdons nos histoires, nos généalogies, nos proverbes, nous perdons une partie de nous-mêmes. C'est comme arracher les racines d'un arbre. J'ai donc multiplié les initiatives, petites et grandes, pour faire revivre cette flamme. J'ai donné des conférences dans les écoles, parlé aux jeunes dans les quartiers, expliquant l'importance de connaître son passé pour comprendre son présent et construire son futur. Mon combat était de montrer que la tradition n'est pas une entrave au progrès, mais un fondement solide sur lequel on peut bâtir un avenir robuste. Je me suis fait le porte-voix des anciens, celui qui rappelle que la sagesse n'est pas toujours écrite dans les livres, qu'elle réside aussi dans la parole transmise de bouche à oreille, de cœur à cœur. Ma participation à des événements culturels, colloques, festivals est devenue une part essentielle de mon rôle. J'ai arpenté les scènes nationales et internationales, non pas pour la gloire personnelle, mais pour mettre en lumière la richesse de la culture sénégalaise, de l'art du griot. J'étais souvent le seul griot au milieu d'intellectuels, d'universitaires, d'artistes venus de tous horizons. Là, je prenais la parole, non pas en tant qu'artiste de scène, mais en tant que témoin vivant, en tant qu'ambassadeur d'une tradition menacée. J'ai participé à des colloques sur la tradition orale, sur le rôle des griots dans la société contemporaine, sur la sauvegarde des langues nationales. Mes interventions étaient souvent passionnées, directes. Je ne lisais pas de notes. Je parlais avec mon cœur, avec la force de mon expérience. Je voulais secouer les consciences, montrer que la culture n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale pour la survie d'un peuple. J'ai rappelé que nos histoires, nos chants, nos danses, sont des trésors, des clés pour comprendre notre identité unique. Les festivals, qu'ils soient locaux ou internationaux, étaient pour moi des tribunes inestimables. Je pouvais y chanter, y raconter, y expliquer. Je montrais au monde que le griot n'est pas un simple conteur folklorique, mais un artiste complet, un historien, un philosophe, un médiateur, un gardien de la mémoire. Ces scènes étaient mes champs de bataille pour que la voix de la tradition ne s'éteigne jamais. Mon rôle à la RTS, radiodiffusion télévision sénégalaise, et mon implication dans les médias ont été des leviers fondamentaux dans ce combat. Quand la radio et la télévision sont arrivées dans nos foyers, j'ai tout de suite compris leur potentiel immense pour la transmission. Plutôt que de les voir comme une menace pour la tradition orale, j'y ai vu une opportunité de l'amplifier, de la diffuser à une échelle jamais atteinte. J'ai eu mes propres émissions, mes chroniques régulières. J'y racontais des contes, des légendes, des généalogies, des proverbes. J'y expliquais le sens profond de nos cérémonies, de nos rituels. J'utilisais le micro et la caméra comme des instruments de transmission, comme une extension de ma voix. Je parlais en wolof, ma langue maternelle, mais aussi en français, pour toucher un public plus large, pour montrer que notre culture est universelle. Mon implication dans les médias était aussi un combat pour l'espace. Je me battais pour que la tradition orale ait sa place, qu'elle ne soit pas reléguée au second plan par des contenus étrangers ou des programmes sans fond. Je voulais que les jeunes, en allumant leur poste, puissent entendre la voix de leurs ancêtres, la richesse de leur propre culture. J'ai souvent eu des débats avec les programmateurs, défendant l'idée que le divertissement doit aussi éduquer, que l'information doit aussi transmettre la mémoire. Je me suis aussi servi des interviews, des articles de presse, pour sensibiliser l'opinion publique à l'importance de la culture. J'ai dénoncé le manque de moyens alloués à la sauvegarde du patrimoine, des intérêts de certains pour nos propres richesses. C'était un travail de fourmi, une persévérance de chaque instant. Chaque passage à l'antenne, chaque article était une occasion de rappeler que sans mémoire, un peuple est perdu. Ce combat pour la culture n'est pas un combat contre la modernité, mais pour une modernité enracinée. Il s'agit de dire que nous pouvons embrasser le progrès sans renier ce qui nous définit, sans oublier d'où nous venons. C'est une lutte pour l'identité, pour la dignité d'un peuple fier de son passé et confiant en son avenir. Ce rôle de gardien de la mémoire m'a souvent placé à la croisée des chemins entre la tradition et l'intellect, entre le griot et l'homme de savoir. Un pont que j'ai toujours cherché à bâtir. Mon combat pour la culture ne se limitait pas à la sauvegarde de la tradition orale en tant que telle. Il s'agissait aussi, et surtout,
de changer le regard, de déconstruire les préjugés. Trop souvent, le griot est réduit à une image simpliste, celle d'un chanteur de louanges, d'un musicien de cérémonie, d'un simple conteur folklorique. Mais ma vie entière a été consacrée à démontrer que le griot est bien plus que cela. Je suis un griot et intellectuel, un gardien de la mémoire certes, mais aussi un penseur, un historien, un philosophe. Mon discours sur la reconnaissance du rôle intellectuel des griots a été constant et passionné. J'ai toujours affirmé que la transmission orale est une forme d'intellectualité à part entière, peut-être même plus profonde par certains aspects que l'écrit. Un griot, pour maîtriser les milliers de généalogies, les épopées complexes, les centaines de proverbes, les subtilités des alliances familiales, les histoires des empires, doit posséder une mémoire prodigieuse et une capacité d'analyse hors du commun. Ce n'est pas de la simple récitation, c'est une interprétation, une contextualisation, une capacité à tisser des liens entre les faits, les symboles et les valeurs. Le griot est un historien, car il retrace les lignées et les événements qui ont forgé nos peuples. Il est un sociologue, car il comprend les dynamiques familiales, les tensions, les équilibres sociaux. Il est un philosophe, car il manie les proverbes et les sagesses qui éclairent la condition humaine. Et il est un psychologue, car il sait lire dans les âmes, apaiser les conflits, restaurer l'harmonie. Cette richesse, cette complexité intellectuelle, je l'ai défendue sur toutes les tribunes. Je voulais que le monde, et surtout nos propres jeunes, comprennent que l'intelligence ne se limite pas aux diplômes universitaires, qu'elle peut s'exprimer par la maîtrise de la parole vivante. J'ai mené un combat acharné pour combattre les clichés et promouvoir une vision plus juste de notre rôle. Le griot n'est pas un mendiant ou un parasite. C'est un travailleur acharné de la mémoire, un artisan de la parole, un serviteur de la communauté. Il est un élément essentiel de l'équilibre social, un conseiller écouté, un médiateur respecté. J'ai voulu casser cette image réductrice, montrer que l'art du griot est un art noble, qui demande une discipline rigoureuse et un engagement total. Pour moi, la tradition n'est pas une survivance du passé à exposer dans un musée. Elle est une force vive, un outil puissant pour l'éducation par la tradition. Comment mieux enseigner l'histoire à nos enfants qu'à travers les épopées chantées? Comment leur transmettre les valeurs de courage, d'honneur, de solidarité qu'à travers les récits de nos ancêtres? La tradition orale est une pédagogie par l'exemple, par l'émotion, par l'immersion. J'ai toujours cru que l'école moderne et la tradition pouvaient se compléter, que l'une pouvait enrichir l'autre. J'ai souvent rappelé que nos proverbes sont des concentrés de sagesse, des leçons de vie qui traversent les âges. Ils sont le fruit de l'expérience collective, de la connaissance des humains et du monde. Les transmettre, c'est armer la jeunesse d'outils intellectuels et moraux pour faire face aux défis de leur temps. L'éducation par la tradition, c'est aussi leur apprendre la valeur du respect des aînés, de la parole donnée, du sens de la communauté. Mon engagement m'a naturellement conduit à établir des liens avec les universités, les jeunes chercheurs, les étudiants. J'ai été invité à maintes reprises dans les amphithéâtres, non pas comme un sujet d'étude exotique, mais comme un collaborateur, une source vivante de savoir. J'ai dialogué avec des professeurs, des linguistes, des historiens, des anthropologues, qui venaient à moi avec un réel désir de comprendre la complexité de l'art du griot. Ces échanges ont été précieux. Ils ont permis de confronter les savoirs, d'enrichir la compréhension mutuelle. J'ai partagé mes connaissances des généalogies, des contes, des chants, offrant aux chercheurs un accès privilégié à des informations qui n'existent nulle part ailleurs que dans la mémoire des griots. En retour, j'ai appris des méthodes d'analyse, des perspectives différentes qui ont affiné ma propre compréhension de mon art. Avec les jeunes chercheurs et les étudiants, le dialogue était particulièrement stimulant. Ils venaient à moi avec des questions pointues, un désir ardent de documenter, de préserver ce patrimoine. Je les encourageais dans leurs travaux, les incitant à ne pas se contenter des apparences, à creuser, à chercher la profondeur derrière chaque récit. Je leur rappelais l'importance d'aller sur le terrain, d'écouter les anciens, de s'imprégner de la culture vivante. C'est avec eux que se construit l'avenir de la recherche sur notre tradition orale. Je leur ai souvent dit, ce n'est pas parce que c'est oral que ce n'est pas de la science. La science de la parole est une science millénaire. Ne la sous-estimez jamais. C'était ma manière de leur insuffler cette fierté et cette rigueur intellectuelle qui, je crois, est l'apanage du griot. Ce chapitre de ma vie,
C'est la démonstration que la tradition et la modernité ne sont pas des ennemis, mais des alliés potentiels. Le griot peut être un intellectuel, un pont entre les mondes, un passeur de savoir. C'est en faisant reconnaître cette dimension que j'ai pu porter la voix de mon peuple au-delà des frontières nationales, vers la scène internationale, une autre grande étape de mon parcours. Ma quête de reconnaissance du rôle intellectuel du griot m'a ouvert des portes bien au-delà des frontières du Sénégal. Ayant déjà foulé les scènes nationales et partagé ma parole avec les leaders de mon pays, il était temps pour la voix du griot de porter plus loin encore, de devenir une ambassadrice de la culture sénégalaise et africaine. C'est ainsi que j'ai étendu mon action de la scène nationale à la scène internationale. Mes voyages et mes représentations à l'étranger n'ont pas été le fruit d'une ambition personnelle de parcourir le monde. Non, ils étaient des invitations, des opportunités de partager la richesse de notre patrimoine oral avec un public nouveau, souvent curieux et avide de découvrir une Afrique authentique. J'ai eu l'honneur de représenter le Sénégal dans de nombreux pays, sur des continents variés, de l'Europe à l'Amérique, en passant par l'Asie. Chaque voyage était une mission, une chance de briser les stéréotypes et de montrer la profondeur de notre culture. Je me souviens de mes premières représentations. Les audiences étaient diverses, des diplomates, des universitaires, des artistes, des passionnés de cultures africaines et parfois de simples curieux. Au début, il y avait souvent une part d'étonnement. Les gens s'attendaient peut-être à une performance folklorique, à des rythmes entraînants et des chants festifs. Mais ma prestation allait bien au-delà. Je venais avec la voix du griot, cette voix qui porte l'histoire, la généalogie, la sagesse des proverbes, la critique sociale. Je parlais en wolof, puis mes propos étaient traduits, ou j'alternais avec le français pour que le message soit pleinement compris. Chaque scène, chaque colloque, chaque université où je me suis produit à l'étranger était une occasion unique de démystifier l'image du griot, de montrer sa dimension intellectuelle, historique et sociale. J'expliquais que le griot n'est pas un simple musicien, mais une bibliothèque vivante, un médiateur, un conseiller, un gardien de la cohésion sociale. J'ai vu des visages s'éclairer de compréhension, des esprits s'ouvrir à une nouvelle perception de l'Afrique. Mon impact sur l'image du Sénégal à l'international a été, je l'espère, significatif. À travers ma parole, j'ai cherché à présenter un Sénégal fier de ses racines, riche de sa diversité culturelle, un pays où la tradition n'est pas un frein mais une force. Loin des clichés misérabilistes ou exotiques, j'ai montré une Afrique vivante, pensante, qui a tant à offrir au monde en termes de sagesse, de résilience et de savoir-faire ancestral. J'ai souvent abordé des thèmes universels, enracinés dans notre culture sénégalaise, mais qui résonnaient partout. La famille, le respect des aînés, l'importance de la parole donnée, la quête de la paix et de la justice. En partageant nos histoires, j'ai créé des ponts entre les cultures, montrant que les différences apparentes cachent souvent des aspirations humaines communes. J'ai prouvé que la tradition orale sénégalaise, loin d'être figée, est dynamique et pertinente pour les enjeux contemporains. Mon rôle était aussi celui d'un ambassadeur culturel. Je portais les couleurs de mon pays, non pas avec des drapeaux ou des discours politiques, mais avec la force de ma voix et la richesse de notre héritage. J'ai tissé des liens avec des institutions culturelles, des musées, des universités, contribuant à faire rayonner le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest. J'ai montré que la diplomatie ne passe pas seulement par les échanges économiques ou politiques, mais aussi, et peut-être surtout, par le dialogue des cultures, par la compréhension mutuelle des identités. L'art du griot comme passerelle diplomatique et culturelle est une conviction profonde pour moi. La parole du griot a une capacité unique à apaiser, à persuader, à unir. Elle peut désamorcer les tensions, créer un terrain d'entente, faciliter la compréhension entre des mondes qui, au premier abord, semblent étrangers. Sur la scène internationale, j'ai utilisé cette capacité pour promouvoir le dialogue interculturel. J'ai participé à des forums où la tradition était au cœur des discussions sur le développement durable, la paix, l'éducation. J'ai montré comment la sagesse des anciens, transmise par les griots, pouvait offrir des solutions originales aux problèmes d'aujourd'hui. Par exemple, la manière dont le griot intervient dans la résolution des conflits au sein de la communauté peut inspirer des approches de médiation plus larges. L'art de la louange, bien utilisé, peut renforcer les liens et les coopérations. Mes représentations étaient des occasions de montrer que l'Afrique, à travers l'art du griot,
offre une perspective différente sur la condition humaine, une philosophie de vie où l'individu est toujours inscrit dans la communauté, où le passé éclaire le futur et où la parole porte un pouvoir sacré. J'ai prouvé que notre tradition orale est une forme de diplomatie douce, capable de bâtir des ponts là où les politiques rencontrent parfois des impasses. Ces voyages ont confirmé ma conviction que la culture est le fondement de toute nation et qu'elle a un rôle essentiel à jouer sur la scène mondiale. Porter la voix de mes ancêtres au-delà des océans a été un privilège immense et une responsabilité que j'ai embrassée avec toute mon énergie. C'est cette même énergie que je m'efforce aujourd'hui de transmettre pour que cette mémoire, cette parole, ne s'éteigne jamais. La transmission à la jeunesse est le dernier pilier de cette œuvre de vie. Après avoir parcouru les scènes du monde et partagé la sagesse des anciens, mon plus grand défi et ma plus grande joie est de m'assurer que la flamme de la tradition ne s'éteigne jamais. La parole du griot est un flambeau, et mon devoir est de le passer à la prochaine génération. Car l'héritage le plus précieux n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on transmet à la jeunesse. J'ai eu la chance, la bénédiction, de voir mes propres enfants et petits-enfants s'engager dans la voie de la parole. C'est une fierté immense, une confirmation que la tradition familiale, cet héritage sacré, continue de vivre. Je ne les ai jamais forcés, car le griot ne peut être qu'un choix du cœur. Mais je les ai guidés, patiemment, comme mes propres maîtres l'ont fait avec moi. Je leur ai montré la beauté de notre art, la profondeur de nos histoires, la puissance de notre langue. Je leur ai appris la rigueur de la mémoire, l'importance de l'écoute, le sens de la responsabilité qui accompagne chaque mot prononcé. Ils viennent à moi parfois, avec leurs questions, leurs doutes face à un monde qui change si vite. Et je suis là, non pas pour leur dicter leur chemin, mais pour leur rappeler les fondations, les principes immuables qui nous ont portés à travers les siècles. Je leur dis, la tradition n'est pas une chaîne, mais une boussole. Elle vous permet de naviguer dans la modernité sans perdre votre cap, sans oublier qui vous êtes. Je les encourage à embrasser les nouvelles technologies, à apprendre d'autres langues, à s'ouvrir au monde, mais toujours avec l'ancrage de nos valeurs, de notre culture. Voir la tradition se perpétuer à travers eux, avec leur propre sensibilité, leur propre énergie, c'est le plus beau des spectacles. Mes messages adressés à la jeunesse dépassent le cercle de ma famille. Partout où je vais, dans les écoles, les universités, les quartiers, je prends le temps de leur parler. Je leur dis, vous êtes l'avenir, mais vous êtes aussi les héritiers d'une histoire riche et glorieuse. Ne l'oubliez jamais. Je les exhorte à connaître leurs racines, leur généalogie, les récits de leurs ancêtres, non pas pour vivre dans le passé, mais pour puiser la force, la fierté et la sagesse nécessaires pour construire un avenir solide. Je leur rappelle l'importance de la parole. Dans un monde où les mots sont souvent galvaudés, où l'on communique plus par l'image que par le dialogue, je leur dis « Chaque mot a un poids. Apprenez à le choisir, à le manier avec respect et vérité. Une parole juste peut construire, une parole fausse peut détruire. » Je les invite à écouter plus qu'à parler, à observer plus qu'à juger. Je les pousse à la curiosité, à l'apprentissage. La connaissance n'est pas limitée aux salles de classe. Elle est partout, dans les rues, auprès des anciens, dans les livres et dans l'écoute attentive du monde. Je les encourage à être des citoyens engagés, à ne pas rester indifférents face aux injustices, à utiliser leur voix pour défendre le bien commun. Mais toujours avec sagesse, avec respect, avec cette capacité de médiation qui est l'essence même du griot. La préservation de l'héritage culturel sénégalais est un combat de chaque instant, et la jeunesse en est le principal acteur. Je les sensibilise à la richesse de nos langues nationales, à l'importance de les parler, de les écrire, de les transmettre. Car la langue est le véhicule de la culture, la gardienne de notre pensée. Je les invite à explorer nos musiques traditionnelles, nos danses, nos contes, nos proverbes. Ce n'est pas du folklore. C'est notre identité, notre trésor. Je suis convaincu que c'est en s'appropriant cet héritage que la jeunesse sénégalaise pourra s'épanouir pleinement et rayonner sur la scène mondiale. Ils n'ont pas besoin de renier leur culture pour être modernes. Au contraire, c'est en s'y ancrant qu'ils trouveront leur singularité et leur force. L'héritage n'est pas un fardeau, c'est un tremplin. Ma vie a été un témoignage de cette conviction. J'ai prouvé qu'un griot pouvait être un intellectuel, un médiateur, un ambassadeur.
J'ai montré qu'un homme enraciné dans sa tradition pouvait dialoguer avec le monde et s'adapter à la modernité sans se renier. Maintenant, c'est à eux, les jeunes, de prendre le relais. Je ne serai pas éternel, mais la parole, elle, le sera, si elle est transmise avec amour et honneur. C'est mon plus grand vœu, ma plus profonde espérance. Que cette mémoire continue de vivre, de vibrer, de guider les pas des générations à venir. C'est avec cette pensée que je contemple mon parcours, mes fiertés et les leçons que j'en ai tirées. Après une vie entière passée au service de la parole, après avoir été le témoin et l'acteur des grandes et petites histoires de mon peuple, après avoir navigué entre la tradition et la modernité, les palais présidentiels et les humbles demeures, les scènes nationales et les forums internationaux, je me retrouve aujourd'hui face à l'immense tapisserie de mon existence. Je suis El Hadji Mansour Mbaye, gardien d'une mémoire éternelle, et c'est avec une humilité profonde et une fierté sereine que je contemple ce chemin. Quand je réfléchis à ma vie, à mon parcours, je vois d'abord le cadeau inestimable d'être né griot. Ce n'était pas un choix, mais une destinée, et j'ai essayé de l'honorer du mieux que j'ai pu. Il y a eu des défis, bien sûr, les exigences de la mémoire, la pression de la perfection, les pièges du pouvoir, les tentations de la modernité. Mais chaque épreuve a été une leçon, chaque difficulté, une occasion de grandir, de renforcer ma foi et ma détermination. Mes regrets, s'il en est, sont rares et légers, comme des ombres fugaces sur le soleil de ma vie. Peut-être n'ai-je pas toujours su atteindre tous les cœurs, peut-être certains messages n'ont-ils pas été pleinement compris. J'aurais peut-être voulu que la jeunesse s'intéresse encore plus à nos racines, qu'elle se détourne moins des mirages d'une culture uniformisée. Mais le griot sème, il ne force pas la pousse. J'ai fait ce que je devais faire, avec les outils que j'avais, avec ma voix et mon cœur. Et cela suffit. Mes fiertés, elles, sont nombreuses et profondes. La plus grande est d'avoir pu servir mon peuple, d'avoir été une voix pour la mémoire, un pont entre les générations. Je suis fier d'avoir rappelé sans cesse que notre culture est une richesse inestimable, qu'elle est notre identité profonde, notre boussole dans ce monde en perpétuel mouvement. Je suis fier d'avoir côtoyé les plus grands de ce monde, tout en restant fidèle à mes principes, à mon village, à ma foi. Je suis fier d'avoir vu mes enfants et petits-enfants embrasser à leur tour la voix de la parole, non par obligation, mais par conviction. C'est la plus belle des transmissions, la garantie que la flamme continuera de brûler bien après moi. Je suis fier d'avoir pu, humblement, contribuer à changer le regard sur le griot, à montrer que derrière le conteur se cache un intellectuel, un historien, un philosophe. J'ai défendu une dignité, une valeur que beaucoup avaient oubliée. Ce que je laisse derrière moi, ce n'est pas seulement des récits ou des chants. C'est une conviction, celle que la parole est sacrée, qu'elle est une force capable de construire, d'apaiser, d'éclairer. C'est un appel à l'authenticité, à la connaissance de soi à travers ses racines. C'est un rappel constant que la mémoire est le bien le plus précieux d'un peuple. Mon message final à l'Afrique, c'est un message d'espoir et de dignité. Chère Afrique, lève-toi et embrasse ton destin. Ne laisse personne te dire qui tu es ou ce que tu dois être. Ta richesse est immense, ta sagesse est millénaire. Ancre-toi dans tes traditions, mais ne crains pas la modernité. Utilise tes langues, tes arts, tes cultures comme des ponts vers le monde. Ne te renie jamais. Sois fier de tes ancêtres, de tes luttes, de tes victoires. Et surtout, n'oublie jamais que ta force réside dans ton unité, dans la solidarité de tes peuples. La parole du griot t'accompagnera toujours. Et à vous, l'humanité tout entière, je vous offre ce que j'ai de plus précieux, la vérité de mon expérience. Dans ce monde bruyant, prenez le temps d'écouter. Écoutez les voix des anciens, les murmures de la nature, le silence de votre propre cœur. Cherchez la sagesse, non pas dans les titres ou les fortunes, mais dans la simplicité, dans l'authenticité, dans le respect de l'autre. La parole est un don. Utilisez-la pour construire, pour comprendre, pour aimer. Ne cédez jamais à la haine, à la division. La beauté de l'humanité réside dans sa diversité, dans sa capacité à se comprendre et à s'entraider. J'ai chanté ma vie, j'ai vécu mes chants. Je suis El Hadji Mansour Mbaye, un humble serviteur de la parole, un griot qui, jusqu'à son dernier souffle, aura cherché à porter haut la mémoire d'un peuple. Ce n'est pas une fin, c'est une continuité. La parole ne meurt jamais.
Mon œuvre, ce n'est pas seulement des récits ou des histoires familiales. Elle se manifeste aussi et surtout dans des moments clés, des interventions publiques où la parole du griot prend toute sa dimension, devenant une véritable parole sacrée. Ces discours, ces chants, ces hommages ont marqué les esprits, parce qu'ils étaient le reflet pur de mon art, de ma foi et de ma vision du monde. Mes interventions célèbres sont nombreuses, mais certaines résonnent encore avec une force particulière. Je me souviens de mes prises de parole lors des grandes occasions nationales, où ma voix était attendue pour magnifier l'instant, pour rappeler l'unité de la nation. Que ce soit lors des fêtes d'indépendance, des commémorations historiques ou des moments de crise, j'étais là pour puiser dans le puits insondable de notre mémoire collective et en extraire les mots justes, ceux qui élèvent, qui apaisent ou qui mobilisent. Je ne lisais jamais un texte, ma parole jaillissait, nourrie par des décennies d'apprentissage et d'imprégnation. C'était une performance à la fois préparée par l'expérience et spontanée par l'inspiration du moment. Les hommages et prières publiques ont constitué une part essentielle de mon rôle. J'ai eu l'honneur de chanter les louanges de figures vénérées, de marabouts respectés, de personnalités disparues. Ces moments, chargés d'émotion, demandaient une finesse particulière. Il fallait magnifier les qualités de l'individu, rappeler son héritage, tout en invoquant la bénédiction divine. Mes prières n'étaient pas de simples récitations, elles étaient des conversations avec le Tout-Puissant, des expressions de gratitude, des demandes pour la paix et la prospérité. J'ai souvent senti dans ces instants que je n'étais qu'un canal, un passeur pour une force plus grande que moi. Les discours d'investiture des présidents furent des moments de haute importance. Mon rôle n'était pas de faire de la politique, mais de donner une légitimité ancestrale au nouveau dirigeant, de le relier à la lignée des chefs qui l'avaient précédé, de lui rappeler les devoirs sacrés envers le peuple. Je prononçais des bénédictions, des invocations pour la sagesse et la clairvoyance. C'était un acte symbolique fort qui liait le pouvoir moderne à la tradition millénaire, unissant ainsi les différentes facettes de notre identité sénégalaise. Ma parole, dans ces moments, était une encre pour la nation. L'analyse de mon style révèle une complexité subtile. Il y a d'abord la maîtrise de la langue wolof, riche, imagée, avec ses proverbes, ses métaphores, ses allitérations. Je joue avec les mots, avec les sonorités, pour créer une musique même sans instrument. Ma diction est claire, puissante, capable de capter l'attention de milliers de personnes. Puis, il y a la musicalité de ma voix, une voix qui peut être grave et solennelle, puis s'élever dans la louange, ou s'adoucir pour le conseil. Je n'ai jamais été un chanteur au sens moderne, mais ma voix est un instrument à part entière, capable de porter le poids des émotions et de l'histoire. Mon style est également caractérisé par l'alternance entre louange, critique et conseil. Je ne suis pas un simple laudateur. Si je loue, c'est pour souligner les qualités à imiter. Si je critique, c'est avec tact et humour, pour corriger sans humilier, pour pointer du doigt les travers sans provoquer la division. Et si je conseille, c'est avec l'humilité du sage qui partage son expérience, jamais avec l'arrogance. L'art de la parole, c'est l'art de l'équilibre. Enfin, il y a la profondeur spirituelle qui imprègne chacun de mes discours. Ma foi musulmane n'est jamais séparée de ma fonction de griot. Elle est le fondement de ma morale, la source de ma sagesse. Mes mots sont souvent empreints d'invocations, de rappels des enseignements divins, de prières pour la nation. C'est cette dimension spirituelle qui donne à ma parole son caractère sacré, sa capacité à toucher les âmes au-delà des simples mots. Les paroles sacrées, ce sont celles qui élèvent, qui inspirent, qui réconcilient. Ce sont celles qui rappellent à chacun sa place dans la grande tapisserie de la vie, le lien indéfectible qui nous unit à nos ancêtres, à notre foi et à notre destinée commune. C'est ce que j'ai cherché à transmettre à travers mes discours, mes chants et ma vie entière. Mes chers auditeurs, mes frères et sœurs, vous qui avez cheminé avec moi à travers les méandres de mon histoire, de mes racines de griot au palais des présidents, des enceintes sacrées de Tivaouane aux scènes du monde, je suis El Hadji Mansour Mbaye et je vous remercie du fond du cœur. Votre écoute attentive, votre fidélité jusqu'à la fin de ce récit, sont pour moi la plus belle des reconnaissances. Vous avez accepté d'entendre ma voix, de suivre le fil de ma vie, une vie dédiée à la parole, à la tradition et à la mémoire de notre peuple. C'est un honneur immense que de savoir mes mots et mes expériences
avoir trouvé un écho chez vous. Si cette transmission, cette immersion dans l'héritage d'un griot, vous a touché, si elle a éclairé un peu plus le chemin de notre culture, alors je vous invite à faire un pas de plus avec nous. Pour que cette voie de la mémoire continue de porter loin, pour que d'autres histoires de nos héros puissent être racontées avec la même vérité et la même passion, votre soutien est essentiel. Alors, je vous le dis avec toute la sincérité d'un griot qui a toujours su que la force de la parole réside dans le partage. Abonnez-vous à cette chaîne. Votre geste est un encouragement puissant, un signe que notre patrimoine est vivant et qu'il compte pour vous. Merci encore, et n'oubliez jamais. La mémoire est un trésor, et la parole un pouvoir sacré.